Plongeons directement dans ce décryptage d'un rapport d'investigation qui fait vraiment l'effet d'une bombe. Avant d'aller plus loin, il faut préciser une chose essentielle. Les crimes de pédocriminalité dont on va parler sont d'une gravité absolue et bien sûr condamnables sans la moindre équivoque. Notre but aujourd'hui, c'est de regarder à la loupe et de manière totalement impartiale ce que dit exactement cette source. En gros, le document lance des allégations de pédocriminalité d'État qui seraient restées totalement impunies et ça viserait directement la chaîne publique suisse, la RTS. Pour l'auteur, exposer la façon dont cette corruption se propage depuis ces immenses médias, c'est littéralement devenu le tout dernier rempart pour sauver la démocratie. Alors sur quoi repose toute cette charge ? La source s'ancre fermement dans un principe de base tiré de la célèbre Charte de Munich. C'est l'idée que le public a un droit absolu de connaître la vérité, peu importe les conséquences. D'après l'auteur, c'est très simple, la presse traditionnelle aurait purement et simplement jeté cette obligation fondamentale par la fenêtre. Au menu de notre analyse, on va suivre 4 axes bien précis. D'abord, on va voir quelles sont ces allégations systémiques contre la RTS. Ensuite, on se penchera sur des cas concrets et le sort des lanceurs d'alerte. On décortiquera aussi un concept fascinant appelé le cyberfloutage et on terminera sur le face-à-face entre médias institutionnels et journalisme citoyen. C'est parti. On attaque donc tout de suite avec le premier point, les allégations contre la RTS. L'investigation n'y va pas par 4 chemins et dresse un parallèle qui donne froid dans le dos. On se souvient tous du scandale de la BBC en Grande-Bretagne où on a découvert des crimes atroces commis par des dirigeants, et ce, en toute impunité pendant des années. La source affirme qu'une structure pédocriminelle tout aussi systémique aurait opéré au sein de la RTS. Et le plus frappant dans ce rapport, c'est l'allégation selon laquelle ce réseau serait encore aujourd'hui activement protégé par les institutions et totalement caché au grand public. Et pour bien comprendre le poids de cette affaire, il faut regarder les chiffres. 1,2 milliard. On parle ici du budget annuel de la société mère de la RTS, 1200 millions de francs suisses. D'argent public. Le rapport insiste lourdement là-dessus. Quand on brasse une telle somme d'argent public, la transparence totale n'est plus une option, c'est une obligation. Et ça rend l'idée même d'une dissimulation institutionnelle encore plus grave. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième partie de ce décryptage, les preuves avancées, les cas spécifiques et les lanceurs d'alerte. Ici, le document essaie de prouver qu'il ne s'agit pas juste de rumeurs vagues. Il pose des noms concrets sur la table. On y retrouve des condamnations réelles, comme celle de Raymond Zumsteg, un cadre de la RTS, ou encore Patrick Allenbach, condamné en France. Il y a aussi des allégations de possession de matériel illicite sur des ordinateurs de bureau par d'autres employés. Le but de la source, c'est de relier tous ces points pour dire « Regardez, ce n'est pas juste la vie privée de quelques individus isolés, c'est un réseau structurel qu'on a toléré. » Mais alors, que se passe-t-il quand quelqu'un décide de parler ? D'après le document, la machine se met en route pour les broyer. Le rapport cite Georges Rezende, un informaticien qui aurait découvert des centaines d'images illicites et qui aurait fini complètement ruiné, allant jusqu'à la grève de la faim. Il y a aussi Yann Lopez, un ancien employé, qui aurait été pris pour cible par la presse classique. En gros, l'argument, c'est que l'institution fait payer un prix terrible à ceux qui tentent de lever le voile. Et là, on touche à un détail vraiment troublant concernant l'effacement présumé des preuves. En 2011, Patrick Nordman, journaliste et cofondateur de Vigous, sort un article d'investigation explosif sur le sujet. Selon le rapport, le jour exact du décès de ce journaliste, son article a complètement et mystérieusement disparu d'Internet. Pour l'auteur, ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve d'une volonté méticuleuse de nettoyer l'historique et d'obstruer la vérité. Et c'est exactement là qu'intervient notre troisième grand axe, le concept de cyberfloutage. Alors, qu'est-ce que c'est le cyberfloutage ? L'exposé le définit comme un écran de fumée géant. C'est une tactique médiatique délibérée qui consisterait à inonder les unes de journaux et les moteurs de recherche avec des scandales secondaires. Le but ? Noyer le poisson. Distraire le citoyen pour l'éloigner des véritables crimes institutionnels. Pour la source, c'est l'anti-journalisme par excellence. Pour bien illustrer ça, le rapport met en lumière un contraste assez dingue dans le traitement de l'information. D'un côté, on nous matraque avec des allégations de harcèlement qui n'ont même pas encore été jugées contre des gens comme Darius Rushbin, où on sature l'espace avec des polémiques sur Gérard Depardieu. Mais de l'autre côté, silence radio total sur de vraies condamnations pénales pour pédocriminalité touchant des cadres protégés par des institutions publiques. L'auteur y voit un choix éditorial très clair pour manipuler l'attention. Mais comment on orchestre un tel silence ? La source pointe directement vers les mouvements financiers de la presse. Le document détaille comment la fondation Aventinus a racheté le journal Le Temps pour 6,5 millions de francs et Heidi.news pour plus de 700 000 francs. L'idée ici, c'est de montrer que la consolidation financière des médias permet de contrôler le narratif. Le constat de l'auteur est sans appel.
Il affirme qu'à la seconde où ces rachats ont été finalisés, toute véritable enquête sur le réseau historique de la RTS a été stoppée net. À la place, ces médias seraient devenus des boucliers pour la chaîne publique, allant même jusqu'à mener des attaques coordonnées contre les lanceurs d'alerte. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième et dernière partie, le grand face-à-face entre les médias institutionnels et le journalisme citoyen. Pour le rapport, les médias traditionnels ont tout simplement échoué. En étant soumis aux pressions financières et éditoriales, ces grandes rédactions abandonneraient leur rôle de chien de garde. Au lieu de chercher la vérité, elles se transformeraient en vulgaires agences de communication de crise, dont le seul but serait de protéger les institutions étatiques et les entités milliardaires contre le moindre regard critique du public. C'est une vision très sévère du paysage médiatique actuel. Alors, quelle est la solution à ce désastre ? Le document propose une réponse très claire. Le journalisme citoyen est 100% indépendant. L'idée est que des citoyens libres prennent le relais là où les médias classiques baissent les bras. En publiant directement, sans passer par la case de la censure corporatiste, ce journalisme agirait comme le tout dernier bouclier, le rempart ultime pour exposer la corruption au plus haut niveau et protéger ce qu'il reste de notre démocratie. On termine donc cette analyse sur la grande question philosophique que pose ce rapport d'investigation. Si l'on part du principe que l'immense pouvoir des médias traditionnels sert désormais à protéger un système institutionnel corrompu, est-ce que le journalisme citoyen indépendant est devenu le seul et unique pilier qui maintient encore notre démocratie debout ? C'est une réflexion profonde qui donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont on s'informe aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau décryptage.